Bonjour et bienvenue pour cette deuxième session de notre événement Rielas France 2021. Je suis Gérard Daniel et je suis accompagné de Marc Bernis. Bonjour à tous. Nous sommes account stratégistes chez Microfocus et dans les 20 minutes qui viennent, nous allons parler avec vous des clés de la transformation de votre système d'information. Marc, est-ce que tu pourrais nous reparler des enjeux que rencontrent les entreprises dans la transformation numérique? Avec plaisir, Gérard. Et souvent, ce qu'on entend, c'est que réussir dans la transformation numérique, c'est un élément essentiel pour les entreprises. Et c'est un peu répété comme un mantra, et c'est vrai que c'est souvent beaucoup plus difficile à faire qu'à dire, et en particulier parce que l'existence d'un système d'information est quelque chose de très complexe, avec de nombreux assets, et donc on est obligé de les articuler correctement pour pouvoir évoluer plus vite et transformer son système d'information pour réussir en fait dans l'économie numérique. Des nouvelles technologies, des attentes de clients qui évoluent très vite et une évolution rapide des besoins métiers. Donc pas si simple que ça de trouver une solution, et souvent on ne part pas d'une page blanche. Quand on part d'une page blanche, c'est beaucoup plus facile. On peut par exemple citer Elon Musk en 2002, qui va récupérer environ 180 millions de dollars de sa vente de PayPal et qui se lance dans l'industrie spatiale avec SpaceX. Quand il a annoncé vouloir fabriquer des lanceurs et avoir un projet pour aller sur Mars, la majorité de l'industrie de l'époque lui a dit « mais on ne vous croit pas, les investissements à faire pour y arriver, l'effort technologique qu'il faut faire, les échecs que vous allez rencontrer, vous n'aurez ni la compétence, ni la technologie, ni l'argent pour y arriver. » Et en fait, en repartant d'une factory complètement neuve, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, SpaceX, c'est un concurrent redoutable à la fois sur les lanceurs, mais aussi sur le programme habité américain, et puis à plus long terme sur un cap sur Mars. Donc pas facile. En même temps, quand on regarde une entreprise traditionnelle, qui existe parfois depuis plusieurs centaines d'années, on est bien obligé de trouver une solution pour se transformer parce qu'on doit faire face à des compétiteurs qui aujourd'hui sont très forts dans le numérique. Et ces compétiteurs, c'est un peu comme SpaceX, ils ont démarré à partir de rien, et donc ils ont pu créer un système souvent beaucoup plus limité, mais très performant pour atteindre leurs objectifs. Alors, on peut penser par exemple au FinTech, Revolut en particulier, qui est assez moderne et très agressive sur ce marché-là, mais ça peut être aussi le commerce électronique avec Amazon. Et donc il faut arriver, pour une entreprise traditionnelle, à transformer son SI et en même temps à continuer à opérer ses services au quotidien. Donc ça veut dire d'un côté optimiser l'entreprise, arriver à réduire les coûts, à produire une meilleure qualité, à bien sélectionner les assets qui marchent le mieux et à les exploiter à fond, et en même temps trouver de nouvelles sources de revenus et donc développer des nouveaux services numériques au travers de cette transformation. Et d'ailleurs, Gérard, je me demandais si tu pouvais nous expliquer quelles allaient être les grandes difficultés que les entreprises allaient rencontrer pour gérer cette transformation. En fait, les entreprises doivent, de manière systématique, avoir deux approches qui doivent être menées de front. La première, c'est transformer son business. Enfin, tu viens juste de l'évoquer, Marc. On voit bien que des compétiteurs peuvent arriver sur votre marché, que des nouveaux entrants peuvent disrupter totalement votre marché. Donc, en tant qu'entreprise, vous devez vous aussi chercher à vous transformer votre business pour ne pas justement impacter une croissance future ou impacter évidemment l'évolution et la profitabilité de votre organisation. Et on sait très bien que faire évoluer un business, ça veut dire faire évoluer aussi le système IT qui sous-tend tout processus métier que l'entreprise évidemment intègre. En même temps,
il faut aussi qu'on continue à fonctionner, le fameux business as usual. Donc, il faut qu'on continue à opérer le business tel qu'il est aujourd'hui. Et là encore, donc quelque part, avoir, entre guillemets, l'usine IT qui continue à fonctionner pour servir les besoins d'aujourd'hui, tout en étant quand même assez agile pour prendre en compte des événements qui peuvent survenir. Le Covid est là pour nous rappeler que, évidemment, il y a des aléas qui peuvent se produire et pour lesquels l'IT doit être capable de se reconfigurer de manière extrêmement rapide et extrêmement agile. Donc, on a bien cette ambivalence entre je transforme et j'opère, et ceci, ça doit être réalisé de manière simultanée. Et une entreprise ne peut pas délaisser un de ces deux objectifs au profit de l'autre, parce qu'effectivement, auquel cas, elle pourrait se retrouver, on va dire, dans une impasse, soit en termes de business futur, soit en termes de business courant. Quelque part, si je voulais faire une analogie de ce opérer et transformer en le transposant dans l'industrie, par exemple, l'industrie automobile, il faut imaginer une usine dans laquelle on essaierait à la fois de continuer à produire des véhicules tels que les clients veulent l'acheter, mais également être aussi capable de transformer la chaîne de production pour produire soit des nouvelles voitures, soit même, pourquoi pas, quelque chose de complètement nouveau, de complètement différent. On voit bien que ces deux objectifs sont très importants et doivent être menés de front. Justement, Marc, là-dessus, est-ce que tu peux nous dire quelle stratégie on peut mener pour conduire de front ces deux initiatives qui pourraient sembler orthogonales? C'est une très bonne question, Gérard, parce que c'est effectivement des initiatives assez orthogonales. Et en fait, on va s'intéresser d'abord aux réalités internes, à ces réalités internes. On a un existant. Il est constitué souvent d'assets logiciels qui datent de plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années pour certains. Une propriété intellectuelle qui représente une valeur pour l'entreprise qui est très importante. Et cet existant, finalement, il a tendance, avec les processus qui lui sont attachés, à ralentir la capacité à se transformer, à évoluer, ce qui me paraît assez évident. Et à côté de ça, on va avoir des innovations qui arrivent, technologiques, mais aussi des innovations dans le domaine du business, dans la façon d'approcher ses clients, de mieux les connaître et de pouvoir monétiser les informations qu'on a sur eux. Et finalement, ces deux environnements, souvent, qui ont tendance à évoluer à des vitesses différentes. Donc, on va avoir deux grandes options pour arriver à transformer. La première, elle est assez classique, c'est arrêter et remplacer. Et on peut finalement la séparer en deux grandes familles. La première, on s'aperçoit qu'on a un asset stratégique, un logiciel qui ne permet plus de suivre les évolutions et qui va amener finalement à une disruption et à un frein de son accélération. Parce que l'objectif, c'est quand même d'accélérer en permanence pour suivre les sociétés les plus agiles. Je parlais des fintech il y a quelques minutes. Et on s'aperçoit que quand on est sur l'arrêter et le remplacer, ces projets-là, c'est souvent des projets, quand on a un asset stratégique, qui vont coûter cher, qui vont être risqués, mais quand ils réussissent, peuvent amener évidemment beaucoup de réussite. D'un autre côté, on va trouver dans le arrêter et remplacer certains logiciels, certaines activités qui ne sont plus stratégiques pour l'entreprise, qui sont annexes et dont on veut éventuellement se débarrasser, peut-être en les outsourçant ou en allant les produire sur un SaaS. Et là, on est sur un sujet un petit peu différent qui, en général, se passe relativement bien. Le point d'attention, peut-être, c'est de ne pas consommer des ressources à la fois humaines et financières qui auraient empêché, finalement, la transformation de processus plus importants ou d'activités plus stratégiques pour pouvoir aller plus vite. Deuxième grande stratégie, c'est relier l'existant et l'innovation. Alors là, on va finalement capitaliser sur un certain nombre d'assets logiciels qu'on considère clés. Ça s'est fait de manière très
très bien dans la banque, en particulier dans les banques françaises, où on va, par exemple, capitaliser sur les assets logiciels COBOL du mainframe. On va éventuellement faire du downsizing, tourner ça sur des systèmes beaucoup plus ouverts et moins onéreux. Mais on va relier ces différents éléments à des nouvelles couches de logiciels, à des nouvelles façons de produire le système d'information. Je vais donner un petit exemple que j'ai connu il y a quelques temps, c'est à peu près il y a 5 ans, dans la banque européenne. Donc, ce n'est pas une banque française. Et cette banque, elle décide, ou plus exactement son DSI de l'époque, son CIO, décide que finalement, ils vont accélérer de manière très rapide sur la transformation numérique. Et pour faire ça, ils vont créer deux entités IT. La Good IT et la Bad IT. Dans la Good IT, on va mettre tout ce qui est innovant. Donc, il y avait du cloud, il y avait déjà du PaaS, il y avait bien sûr de l'agile et du DevOps, donc tout ce qu'il faut pour fonctionner. Et dans la Bad IT, on va regarder les assets classiques. D'après toi, Gérard, ça a pu fonctionner ? Je suis convaincu que ça n'a absolument pas marché. Ça n'a effectivement absolument pas marché. Et la première cause d'échec, ça a été un échec humain. Parce que les personnes qui devaient rester dans la Bad IT pour faire tourner l'usine, comme tu l'imageais tout à l'heure, ces personnes-là, elles se sont dit, moi, je reste dans la partie finalement qu'on va jeter à la fin du processus. Donc, ça a commencé à bien tanguer. Et puis, après, dans la Good IT, l'effort pour remplacer des assets parfois de 20 ans, ça représentait des investissements financiers qui étaient complètement délirants. Et au final, je crois que c'est au bout d'un an, et plusieurs centaines de millions, je crois que c'était 400 millions d'euros dépensés, on s'est aperçu qu'il fallait probablement regrouper les deux organisations. Bon, on a changé aussi de CIO à l'époque. Et cette banque que je connais assez bien, j'en suis client sur certains produits financiers, je me suis aperçu que finalement leur IT que j'ai réessayé il y a cette année était dans un état qui était bien moins moderne que ce qu'on pouvait le supposer. Donc, relier l'existant et l'innovation, probablement, c'est un risque plus faible. En revanche, on va être sur un schéma itératif dans lequel on va en permanence améliorer des morceaux du système d'information, à partir de briques, construire une fondation et puis se déployer au fur et à mesure. Parfois, il faut aussi arrêter et remplacer et le risque est plus élevé, mais au final, on peut obtenir aussi un résultat intéressant. Alors, pour aborder ces deux dimensions, Gérard, est-ce que tu pourrais nous parler du portfolio de Micro Focus pour accélérer justement ces deux dimensions ? En fait, le portfolio de Micro Focus a été réarchitecturé pour répondre à 4 initiatives que nos clients mettent en place pour atteindre les objectifs qu'on vient d'évoquer. Alors, ces 4 initiatives, c'est la première, accélérer la livraison des applications. On a compris que dans le monde actuel, il est nécessaire d'aller très vite, alors avec le bon niveau de qualité bien sûr, mais d'aller très vite, soit parce qu'on a des concurrents, soit parce qu'on a de la compétition qui est là aussi féroce et rapide. Et donc, livrer des applications rapidement dans des approches itératives, c'est quelque chose qui est nécessaire si on veut atteindre l'un de ces bénéfices. La deuxième, c'est simplifier la transformation du paysage IT interne, le cloud public, privé, le cloud hybride. Tout ceci a des impacts majeurs sur l'infrastructure IT elle-même et qu'à un moment, il faut être capable d'opérer, de monitorer, d'automatiser cette architecture. Et c'est pas si simple et il faut aider nos clients à transformer ça. Le troisième aspect, c'est tout ce qui est autour de la cyber-résilience. Alors, sujet très d'actualité ces temps-ci, avec évidemment tout ce qui peut se passer pendant le confinement. Mais augmenter cette cyber-résilience, la renforcer, c'est quelque chose qui est essentiel dans ce monde numérique. Et le quatrième point, c'est être capable d'analyser toutes les données qui sont produites par ce système d'information,
à temps, donc très rapidement, pour agir. Donc on est bien sur transformer cette donnée en information pour pouvoir prendre des décisions, et ça de manière rapide et en temps réel. Tout ça pourquoi ? Pour obtenir les bénéfices que tu viens d'évoquer, Marc. L'idée, c'est bien de rapprocher l'existant de l'innovation. Et si je reprends ton exemple de la banque, on est aujourd'hui tous conscients que les applications qu'on a sur nos mobiles pour gérer nos comptes bancaires, à un moment ou à un autre, les transactions, elles se terminent toujours sur le mainframe et elles sont toujours là et vont y rester, un certain temps. Et c'est bien pour amener cette opération et transformation sans risque pour l'entreprise que les 4 initiatives ont été mises en place par Micro Focus. Mais Marc, est-ce que tu pourrais nous détailler les principales activités qu'on va retrouver dans chacun de ces quatre blocs? Avec plaisir, Gérard. On est de manière très classique sur un plan build, deliver, run, qui est vraiment la façon traditionnelle dont on va gérer de l'IT, y compris en mode DevOps. Et on va avoir un premier jeu d'initiative autour d'accélérer la livraison des applications. Et là, on est vraiment sur l'agile, le DevOps, la transformation aussi des assets historiques d'une société. Je parlais tout à l'heure de COBOL, par exemple, pour pouvoir avancer beaucoup plus vite. Et on est sur un sujet également qui va toucher à l'automatisation et qui va permettre de s'assurer que dans un modèle de développement continu, on va produire des assets de qualité, on va les produire vite et surtout, comme je le disais tout à l'heure, on va s'en servir de fondation pour pouvoir ensuite créer des objets beaucoup plus sophistiqués. Le deuxième grand pavé, c'est simplifier la transformation de l'IT. Et on est vraiment sur la partie Ops du DevOps. C'est arriver à faire en sorte que on augmente la qualité des services qui sont produits au quotidien, les existants mais aussi les futurs. On soit capable également, sur le moyen terme, de réduire les coûts de production et d'opération des différents assets et arriver à quelque chose qui est vraiment le DevOps, où à gauche, avec accélérer la livraison des applications, on a le Dev, et à droite, avec simplifier la transformation de l'IT, on a l'Ops. Les deux éléments fonctionnent ensemble et apportent plus de valeur à nos clients quand ils les combinent. Ce qui est très important également, c'est renforcer la cybersécurité. On en a entendu parler à de trop nombreuses reprises ces dernières années ou ces derniers mois. Encore très récemment, avec des sujets finalement où un fournisseur de logiciels sur un mécanisme finalement de delivery des mises à jour pour ses clients peut introduire une faille de sécurité majeure. Et ça a été le cas pour un ensemble de grands clients. Donc, renforcer la cyber-résilience, la sécurité au sens large du terme, mais aussi la disponibilité, c'est un thème essentiel du portfolio de Micro Focus. Et donc, en particulier, avoir une bonne sécurité des applications, des accès et des identités, une sécurité des données et une sécurité de la production, c'est vraiment un élément clé. Il reste, à partir de là, à tirer parti de toutes les données qu'on a générées, les analyser en temps réel pour pouvoir agir, analyser la qualité de service, utiliser des techniques de big data et en même temps des techniques d'intelligence artificielle qui vont vraiment permettre de donner une dimension totalement différente à un système d'information et de récupérer tous ces éléments pour finalement faire les bons choix pendant la transformation. Alors j'ai été très générique, j'ai dit plus de 300 produits dans le portefeuille de Micro Focus, schématisé ici à l'initiative. Gérard, est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples de produits? Alors tu ne pourras pas tous les citer, mais au moins tous ceux dont tu as la passion. Oui, je suis très passionné, mais effectivement, si on commence par des outils côté dev avec un outil comme ALM Octane pour gérer la qualité des projets, que ce soit en mode cycle en V, en mode agile, on a vu la qualité, c'est quelque chose d'important. Des solutions comme Enterprise Developer ou Enterprise Server pour tous nos clients qui se lancent autour du mainframe, dans la modernisation de ces environnements-là. Ça peut être côté plutôt prod, avec des approches de type service management, donc que ce soit
vraiment très orienté IT, ou alors ce qu'on appelle aujourd'hui l'Enterprise Service Management, pour notamment être capable de gérer des cases RH ou finance, ou pourquoi pas autour des assets physiques. Donc il y a beaucoup de possibilités autour de la gestion d'un portail, par exemple, mais aussi autour de tout ce qu'on appelle l'IOPS, c'est-à-dire vraiment utiliser l'intelligence artificielle pour nous aider, comme je le disais, dans le monitoring et la supervision de ces infra IT. Sur la partie sécurité, un outil comme Fortify, par exemple, pour gérer la qualité du code, ou comme Voltage pour s'assurer de la sécurité et de l'encryption des données. Et puis, dans le Big Data, bien sûr, notre base de données Big Data avec Vertica, ou alors avec un outil comme Interset, qui là aussi va mettre à disposition des technologies de type intelligence artificielle, ou alors le traitement du langage naturel, voire même machine learning, pour notamment être capable de détecter des usages qui pourraient être inconsistants des systèmes. Marc, il y a beaucoup de clients, il y a de très nombreux clients qui utilisent ces solutions. Est-ce que tu pourrais faire le focus sur quelques-uns? Écoute, très rapidement, puisque on va trouver sur la partie gauche de cette diapositive quelques exemples de grands clients que vous connaissez tous. C'est vraiment un petit extrait des 40 000 clients de Micro-Focus. Donc, difficile de parler de tout le monde. Chacun va utiliser une partie du portfolio ou tout le portfolio. Ça peut être vraiment autour de la transformation sur des aspects plutôt DevOps. Ça peut être plus sur des aspects d'intelligence artificielle, de base de données à réponse très rapide. Donc on va trouver plein d'exemples différents. Sur la droite de cette diapositive, ce que vous allez voir, c'est la présence de Micro-Focus dans le top 10 de plusieurs industries. Alors, je sais pas, on peut par exemple dire que 10 clients sur 10 dans le domaine aéronautique et défense utilisent nos technologies, 10 sur 10 dans le domaine des télécoms. Là, on se place vraiment sur un scope mondial d'industrie verticale, ou par exemple 9 sur 10 dans les équipements médicaux. Donc il y aura beaucoup à dire sur le sujet de nos clients et de nos références, mais je crois, Gérard, que justement on a pas mal d'options dans la suite de cet événement. Ouais, merci Marc, parce qu'effectivement on arrive à la fin de cette présentation et il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention et de vous laisser maintenant vous séparer dans les différentes sessions qui sont en parallèle, qui vont à la fois faire un retour d'expérience de certains de nos clients sur l'usage et puis également vous montrer les nouveautés dans chacun des développements. Encore merci et à bientôt. Merci, au revoir.